없겠죠. Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise des débats. Je laisse maintenant la parole au procureur. La Chambre rappelle au procureur international de poser des questions concises au témoin en raison de son niveau de compréhension. Le procureur doit aussi garder à l'esprit que ces questions doivent être pertinentes pour les faits allégués. Pour que l'interrogatoire de ce témoin aille plus vite. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon après-midi à Messieurs et Madame les juges. Bon après-midi, Monsieur le témoin. Je vous demanderai, comme vous l'avez fait tout à l'heure, de répondre de manière aussi précise aux questions qui sont posées et de bien vouloir attendre que la traduction soit faite vers le français parce que cela prend un certain temps avant que je vous repose une autre question. Juste une petite chose, Monsieur le Président, concernant l'évacuation de Takeo. En réalité, vous aurez compris que nous essayons d'établir un modus operandi concernant les différentes évacuations qui ont eu lieu dans le pays et éventuellement voir quelles sont les similarités avec celles de Phnom Penh. Et je voudrais simplement, en une minute, lire la déclaration de Monsieur le témoin devant les juges d'instruction, une déclaration qui porte la référence D208/18. Et pour aller vite, il s'agit d'un extrait qui se trouve à la page 3 dans chacune des langues. Donc en khmer, en anglais et en français, ça se trouve à la page 3. Alors, deux ou trois questions ont été posées par les enquêteurs des juges d'instruction à Monsieur le témoin. La première était, au moment de la libération de la ville de Takeo, à quels événements avez-vous assisté? Réponse de Monsieur le témoin. Au moment de la libération de Takeo, les habitants ont été évacués vers l'arrière. Les soldats de l'ONOL capitulés ont tous été attachés, puis transportés par camion vers l'arrière. J'ai vu des gens morts dans les rues de la ville, mais je ne savais pas s'ils avaient été des militaires ou des habitants. Et puis une autre question est posée un peu plus loin. Qui a ordonné aux habitants de quitter la ville? Réponse du témoin, c'étaient les dirigeants du district qui ont donné aux habitants l'ordre de partir. Si quelqu'un s'y opposait, on donnerait l'ordre de le fusiller. Fin de citation. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez entendu ce que j'ai lu de vos déclarations devant les enquêteurs des juges d'instruction? Et est-ce que vous confirmez avoir dit cela? Réponse. Je ne comprends pas vraiment votre question. Pouvez-vous me la poser à nouveau, s'il vous plaît? Le président. Oui, allez-y, maître. Le conseil du témoin. Bon après-midi, monsieur le président. Madame, messieurs les juges. En raison des connaissances limitées de mon client, je demande la permission du président de pouvoir informer un peu mon client avant qu'il réponde aux questions du procureur. Le président. Non, ce n'est pas la bonne façon de faire.
le témoin doit répondre aux questions. Il n'est pas dans le box des accusés, il est là en qualité de témoin. Donc le témoin doit répondre de lui-même. Monsieur le procureur, veuillez poser votre question à nouveau. Et le numéro du document est incorrect. La cote, ce n'est pas D208, mais bien D280. Donc D280/18. Je ne sais pas si c'est le document auquel vous faites référence. C'est bien celui que vous montrez au témoin. Nous devons connaître la bonne cote du témoin, du document, se reprendre après, pour des fins de transcription. Oui, effectivement, Monsieur le Président, il s'agit de D280/18. Il y a une copie en français qui porte une cote erronée, c'est pour cela que je me suis trompé. Alors, je vais peut-être reprendre la question de manière plus simple. Monsieur le témoin, je viens de lire en fait les déclarations que vous avez faites devant les enquêteurs des juges d'instruction. Et la première partie de ces déclarations était de dire que les soldats de l'ONOL qui avaient capitulé ont tous été attachés puis transportés par camion vers l'arrière, donc au moment de la libération de Takeo. Est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit devant les juges d'instruction concernant ces soldats de l'ONOL? Réponse. Oui, j'ai vu qu'ils se sont rendus et ont été transférés vers l'arrière. Et est-ce que vous confirmez ce que vous aviez dit à l'époque aussi, il y a 3 ans, que vous avez vu des gens morts dans les rues de la ville, mais que vous ne saviez pas si c'était des militaires ou des habitants? Réponse. En effet. J'ai vu des cadavres dans les rues. Et j'ai aussi vu que des gens étaient envoyés vers l'arrière. Mais je ne me souviens pas la question que les enquêteurs m'avaient posée, mais je vous dis que je me souviens d'avoir vu des gens morts. Et la dernière chose que vous aviez dit également aux enquêteurs, c'est que c'était les dirigeants de district qui avaient donné aux habitants l'ordre de partir. Si quelqu'un s'y opposait, on donnerait l'ordre de le fusiller. Est-ce que vous confirmez que si quelqu'un s'opposait à cette évacuation à Takeo, cette personne serait fusillée? Réponse. Oui, c'est vrai. Si quelqu'un osait résister et s'opposer aux ordres, il était fusillé. C'était l'ordre donné par la personne qui était responsable. À l'époque, je n'avais pas bien compris cette décision. Et vous avez vu tout cela ou vous avez seulement entendu parler de cela? Vous avez dit que vous avez vu des cadavres. Est-ce que vous avez vu également des exemples de gens qui se sont opposés à l'évacuation? Réponse. Non, à l'époque, mon ami me l'a dit. Ils m'ont dit que nous devions être évacués vers l'arrière. C'est ce que j'ai entendu. Je ne comprenais pas les détails de tout cela. Nous allons passer maintenant à un autre sujet qui est celui de votre travail au ministère des Affaires étrangères, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Combien de temps, donc après la libération de Takeo, êtes-vous arrivé à Phnom Penh?
Réponse. Je suis arrivé à Phnom Penh une quinzaine de jours après la libération de Phnom Penh. Et après les formations, nous avons été affectés aux ambassades étrangères. J'étais à la maison numéro 7 avec les hôtes chinois. Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi vous aviez été sélectionné pour partir à Phnom Penh? Réponse. Pendant les formations, ils nous ont dit, à l'époque c'est Hong qui avait convoqué cette formation. Et ils ont dit, lorsque nous étions avec les hôtes étrangers, nous ne devions pas parler de politique. Donc quand j'étais avec les hôtes chinois, je les accompagnais. Merci. Je vais vous demander encore une fois de répondre précisément à la question, ne pas aller trop vite en besogne. On va revenir sur certains de ces points-là. Donc vous avez parlé d'une formation. Vous avez dit tout à l'heure que c'était une formation qui avait duré à peu près une semaine. Où a eu lieu cette formation et combien de personnes y ont participé? Réponse. Nous étions 6. Ils nous ont enseigné toutes sortes de choses. Par exemple, sur la façon d'accompagner les autres. Un de mes collègues, alors qu'il voyageait avec les autres, a eu un accident. Et cette personne a été retirée. Et on nous a dit qu'il avait été évacué vers l'arrière. Moi aussi, j'ai par la suite été envoyé à Tak Mao. Et je suis resté à Tak Mao pendant 3 mois et ensuite j'ai retrouvé mon poste d'antan. Merci, monsieur le témoin. Je voudrais juste revenir à la formation qui a duré une semaine. Si on peut se limiter à cette période d'une semaine de formation quand vous êtes arrivé. Vous avez dit qu'on vous a parlé de la façon dont il fallait accompagner les autres, oui. Que vous attendiez également concernant les règlements à appliquer ou la discipline qui était en vigueur au ministère des Affaires étrangères? Réponse. Ils nous ont parlé de la discipline, notre conduite, nos attitudes, quand nous accompagnions les autres. Alors, qu'est-ce que vous pouviez faire avec les invités? Qu'est-ce que vous étiez autorisé à faire ou à dire? Et qu'est-ce que vous n'étiez pas autorisé à dire ou à faire en présence des invités? Réponse. Nous n'avons pas le droit de parler aux autres, de parler de politique. Et partout où nous allions, nous ne pouvions pas nous déplacer librement. Et quand vous parlez d'invités, vous voulez parler d'étrangers ou également de Khmer qui se déplaçaient dans le pays? Réponse.
avait d'autres Cambodgiens, des chauffeurs par exemple, des domestiques. Et nous les avons accompagnés dans les provinces comme Kampot et à Takeo. Que vous a-t-on dit lors de cette formation si jamais vous parliez de politique aux invités? Est-ce qu'on vous a dit quelles seraient les conséquences, quelles seraient les sanctions si vous le faisiez? Réponse. Eh bien, si l'on parlait de politique avec les hôtes, nous étions retirés et envoyés vers l'arrière. Et c'était une raison pour laquelle on pouvait être envoyé vers l'arrière. Qu'entendez-vous par être retiré et envoyé vers l'arrière? Est-ce que vous pourriez être plus précis? Qu'est-ce que cela voulait dire à l'époque? Réponse. Eh bien, nous étions envoyés ailleurs. Mais je ne savais pas à quel endroit on nous enverrait. Je ne savais pas. Et si nous étions retirés, on ne nous disait pas où on allait être envoyé. Est-ce qu'il est arrivé que lors de déplacements avec des invités, certains invités vous posent des questions? Et qu'est-il arrivé alors? Réponse. Ils nous ont dit de ne pas parler aux autres. Et eux-mêmes, les autres, ne nous parlaient pas beaucoup. Par exemple, une fois, nous avions compagnons des autres Vietnamiens à un restaurant. On nous avait dit de ne pas manger les restes de nourriture. Pendant l'exercice de ce travail que vous aviez accompli avec les invités, est-ce qu'il vous est arrivé justement d'avoir peur de franchir la limite et de dire quelque chose qui relevait de la politique? Réponse. Quand j'étais avec les autres, je ne leur parlais pas beaucoup. Et mon supérieur m'a dit que si je faisais une faute ou que je me comportais mal, j'allais être envoyé à la rééducation. Et j'avais assez peur de cela. Et plus tard, j'ai été transféré vers l'arrière. Combien de mois ou d'années à peu près? Je sais que vous avez des problèmes pour vous souvenir des dates. Mais combien de mois ou d'années environ avez-vous travaillé au ministère des Affaires étrangères, au service des ambassades ou des invités? Réponse. C'était en 1976. Je ne me souviens pas très bien. Et je ne faisais pas vraiment attention à cela. Je ne me souviens pas si c'était en 1976 ou à la fin 1975. Il est possible que ça a été en 1976. Car l'ambassade, on a coupé les relations diplomatiques avec le Vietnam à l'époque. Merci, mais ça veut dire à peu près combien de temps vous êtes resté dans cette fonction? Avant, vous avez dit d'être envoyé vers l'arrière à Tak Mao, si je ne me trompe pas.
Réponse. Je suis resté là pendant à peu près un an. Donc, de la fin 1975 à presque fin 1976, c'était à peu près un an. Et est-ce qu'après être envoyé à Tacmao, donc vers l'arrière, est-ce que vous êtes revenu au ministère des Affaires étrangères ou pas? Réponse. Oui, je suis retourné ensuite au ministère des Affaires étrangères. Et j'y suis resté pendant 3 ou 4 mois. Et les Vietnamiens sont arrivés. Je ne m'en souviens pas très bien. D'accord. Quand vous travailliez, vous avez dit à l'ambassade de Chine, comment s'appelait la maison où était logée l'ambassade de Chine? Réponse. C'était la maison numéro 7 qui abritait l'ambassade chinoise. Mais il y avait aussi d'autres bâtiments qui appartenaient à l'ambassade chinoise. Il y avait la résidence officielle de l'ambassadeur et aussi d'autres endroits. Et il y avait d'autres ambassades à Phnom Penh à l'époque. Merci. Lorsque vous étiez à la maison numéro 7, est-ce que vous assistiez à des réunions de travail sur place? Réponse. J'ai participé aux réunions aussi, mais c'était des réunions d'équipe, de mon équipe. Et Hong a organisé les réunions. Quand Hong était absent, c'est Peng qui s'en occupait. Il nous expliquait comment interagir avec les hôtes que nous accompagnions. Est-ce que vous pourriez nous dire qui était ce Hong exactement? Est-ce qu'il avait un autre nom? Réponse. À ma connaissance, il n'y avait qu'un seul nom. Hong, s'il a changé son nom par la suite, ça je n'en sais rien. Mais nous, dans nos bureaux, nous l'appelions frère Hong. C'est ce que je savais à l'époque. Est-ce que vous savez quelle fonction il occupait au sein du ministère des Affaires étrangères? Réponse. Oui, à l'époque, il était chef du bureau. Et c'est Peng qui était son subordonné. Peng était responsable des chauffeurs pour les autres. Donc ces deux personnes faisaient partie des chefs, Hong et Peng. Merci. Est-ce que vous avez assisté à la maison numéro 7 ou bien au ministère des Affaires étrangères à des réunions de critique et d'autocritique? Réponse. Il y a eu des réunions d'autocritique au bureau où on nous disait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait éviter. On disait qu'il ne fallait pas parler des projets avec les hôtes. Ces réunions rassemblaient uniquement des Cambodgiens, mais pas des hôtes, y compris les cuisiniers. Est-ce que les participants à ces réunions de critique et d'autocritique, dont vous-même, avaient peur d'être critiqués ou dénoncés par les autres? Réponse. Oui.
un certain Chung a été dénoncé, puis il a été envoyé vers l'arrière, mais je ne sais pas où exactement. Peut-être que c'est Hong ou Peng qui l'a dénoncé. Merci. Nous allons revenir à cet épisode de M. Chung par la suite. Est-ce qu'en plus de ces différentes réunions au niveau de la maison numéro 7, est-ce que vous avez assisté à de plus grandes réunions encore au niveau du ministère des Affaires étrangères, avec peut-être du personnel d'autres maisons ou d'autres sections du ministère? Personnellement, je n'ai pas participé à ce type de réunion. J'assistais aux réunions à la maison numéro 7 avec le personnel, mais pas à des réunions tenues ailleurs. Ils tenaient leurs réunions entre eux et nous n'étions pas autorisés à y assister. Comment appelait-on le bâtiment du ministère des Affaires étrangères? Est-ce qu'il avait un nom de code? Réponse. Je ne connais pas le nom de code du bâtiment. J'ai habité là-bas, mais je ne savais rien d'un nom de code. J'étais avec les hôtes et je ne connaissais pas le nom de code des bâtiments. Je connais le numéro de la maison, mais pas le nom de code du bâtiment. Peut-être que je me suis mal exprimé. Je voulais parler des bureaux principaux du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous connaissez le numéro de code, le nom de code de ces bureaux-là? Réponse. C'était le ministère des Affaires étrangères, B1, et il y avait différentes maisons d'hôtes. À l'époque, on nous demandait de nettoyer les maisons d'hôtes. Je vais revenir à une question précédente. Est-ce que vous auriez assisté à des réunions de bilan à B1? Réponse. Non, je n'ai assisté à aucune réunion à B1. Le bureau B1, c'était pour d'autres. Moi, je n'ai jamais assisté à des réunions à B1. Est-ce que lors des réunions auxquelles vous avez assisté alors, si c'était à la maison numéro 7, est-ce qu'on vous a parlé des positions politiques à adopter? Réponse. Oui, on nous a inculqué la ligne politique. On nous disait comment vivre en compagnie des hôtes, comme je l'ai dit. Est-ce qu'on vous a parlé lors de ces réunions d'ennemis ou de traîtres? Réponse. À l'époque, on nous disait d'être vigilants. On disait qu'il y avait peut-être des agents de la CIA qui se cachaient. Mais à l'époque, je ne comprenais pas bien. Ce qu'on disait à propos des ennemis, c'était que nous devions nous surveiller entre nous. Et donc, est-ce que durant toute la période où vous avez travaillé au ministère des Affaires étrangères,
vous vous sentiez effectivement surveillé par vos autres collègues? Réponse. Dans mon groupe, moi j'étais un combattant, il y avait aussi des cadres. Nous étions là pour être utilisés. Si nous n'étions pas prudents, nous pouvions être dénoncés. Et si quelqu'un au sein de votre groupe observait qu'un des collègues commettait une faute, avait-il l'obligation de le rapporter, soit lors des réunions, soit directement à son chef? Réponse. Oui. Si, par exemple, nous étions avec des hôtes chinois, quelqu'un pouvait nous dénoncer à l'échelon supérieur. Mais nous, les combattants, nous ne savions pas grand-chose là-dessus. Nous avions nos réunions de vie tous les 3 jours. Et ils ne pouvaient bien sûr rien obtenir de nous. Nous étions des combattants. Et je ne connaissais pas les gens de l'échelon supérieur. Merci. Alors, je vais maintenant revenir en tout cas aux biographies que vous avez dû rédiger pendant la période où vous étiez au ministère des Affaires étrangères et aussi durant la période où vous étiez déjà à Takeo. Est-ce que vous pourriez nous dire, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez rédigé une biographie 3 fois par jour. Est-ce que là vous parliez d'une biographie que vous avez rédigée à Takeo ou d'une biographie que vous avez rédigée au ministère des Affaires étrangères? J'ai rédigé une biographie au ministère des Affaires étrangères. On m'a chargé de la rédiger. J'ai constaté que j'avais été critiqué pendant une réunion de vie. Le lendemain, j'ai dû rédiger 3 fois ma biographie. Les 2 premières fois, elle a été rejetée, mais la 3e fois, elle a été acceptée. Et rien ne m'est arrivé. Peut-être quelque chose s'était produit avec ma famille, raison pour laquelle on m'aurait demandé de rédiger ma biographie. Qui, au ministère des Affaires étrangères, vous avez demandé de rédiger cette biographie? Réponse, c'était Hong. Est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi vous avez dû recommencer la rédaction de cette biographie? Est-ce qu'il y avait des éléments qui manquaient chaque fois? La première fois, on m'avait dit que j'avais commis des erreurs dans ma biographie, tout comme la 2e fois aussi. La 3e fois, on a demandé à mon ami de le faire pour moi, et là, c'est passé. Qu'avez-vous dû mentionner dans cette biographie suite aux critiques que vous aviez reçues lors d'une réunion? J'ai indiqué mon lieu de naissance, mon âge, le nom de mes parents, de mes frères et sœurs. À l'époque, j'étais célibataire.
Et donc j'ai parlé de mes parents, de mon lieu de naissance, de mes frères et sœurs. Voilà ce que j'ai fait figurer dans ma biographie. La première fois, ils ont dit que j'avais fait des erreurs. Est-ce que durant votre rencontre avec les enquêteurs des juges d'instruction, est-ce qu'on vous a lu un document qui était votre biographie à l'époque? Réponse: non, il n'y a rien eu de tel. On ne m'a montré aucun document. Monsieur le Président, je sais que le témoin n'est pas capable de lire, mais je voudrais simplement pouvoir lire certains extraits d'une biographie qui figure à la référence IS 19.72. Et c'est une page unique qui porte les références IRN en Khmer 000 19 490, en anglais 00 79 91 77, et à ma connaissance il n'y a pas encore eu de traduction en français. Donc avec votre autorisation, je voudrais lire quelques extraits puisque je ne peux pas le montrer aux témoins. Peut-être par contre que nous pourrions l'afficher sur les écrans à destination des parties et du public. Le Président, comment s'intitule ce document? C'est une biographie de M. Keum Gorn. Le Président, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je vais vous lire quelques extraits d'une biographie et vous allez nous dire s'il s'agit de la vôtre. Il y a une première section qui s'appelle Histoire personnelle. Alors, je vais devoir le lire en anglais parce que la version française n'existe pas. Où il est indiqué Name, Nom: Keum Gorn, 19 ans, lieu de naissance, village de Taïeun, commune de Dankopo, present, education 10th grade, joining the revolution in mid-1973, duties assigned Mon interprète de cabine français signale que problème de micro. Monsieur le Président, il y a un problème de traduction de micro dans les cabines apparemment. Le Président, huissier d'audience, veuillez vérifier ce qui se passe. Le Président. Allez-y. Merci, je ne sais plus où je dois reprendre, Monsieur le Président, mais je vais reprendre rapidement. Donc, Keum Gorn, 19 years old. 19 ans, lieu de naissance, district de Koandet,
province de Takeo. Statut social paysan pauvre. A rejoint la révolution à la mi-73. Activité milice de Hank. Malheureusement, l'interprète ne saisit pas les noms qui sont prononcés et ne retrouve pas la partie pertinente du document en français. I'm going to repeat this. Firstly, An Commune de An Knau a travaillé dans le district de Coandet, au bureau du district de Coandet. Troisièmement, a travaillé au bureau de police du district. Conduite morale intègre. Activité. Moyen. Tendance politique. Avant le 17 avril 1975. Pas de lien avec l'ennemi. Première partie de cette biographie. Est-ce que vous reconnaissez si c'est bien votre biographie, monsieur le témoin? Réponse. Oui, effectivement. C'est ce qui a été écrit par quelqu'un qui était invité à m'aider. Il y a plusieurs choses, monsieur le témoin, qui nous intéressent dans cette biographie. 4 choses essentiellement. Tout d'abord, la mention du statut social. Il est marqué que vous êtes un paysan pauvre et si l'on se réfère également à ce qui a été écrit concernant vos parents, la même mention se retrouve indiquée. Paysan pauvre. Est-ce qu'il était important, sous le régime du Kampuchea démocratique, d'appartenir à la classe des paysans pauvres pour qu'on vous fasse confiance? Réponse. Effectivement. À l'époque, nous étions pauvres. Un autre point, il est dit que concernant votre conduite morale, qu'elle était intègre. Et vous avez dit la même chose de vos parents, comme It et Chuk Kin. Qu'est-ce qu'on entendait par conduite morale intègre sous le régime du Kampuchea démocratique? Réponse. Je ne comprenais pas bien, j'ai juste indiqué ce qu'on m'a demandé. J'ai demandé à quelqu'un de m'aider à rédiger ma biographie. Je ne comprenais pas bien ce que ça voulait dire. Ensuite, vous parlez d'activités et vous dites qu'elles sont moyennes. Est-ce que vous saviez de quoi il fallait parler en parlant des activités? Pourquoi est-ce que vous avez indiqué que vos activités étaient moyennes? Réponse. J'ai demandé à mon ami Peng de m'aider et c'est ce qu'il m'a proposé d'écrire. C'est donc ce que j'ai mis. C'est tout. J'étais jeune. J'ai juste mis cela. Je travaillais avec un chef de groupe. À l'époque, je ne savais pas grand-chose quant à la rédaction d'une biographie. Merci. Et enfin, dernière mention,
tendance politique, vous avez indiqué que vous n'aviez pas de connexion avec les ennemis. Et vous avez dit la même chose concernant vos deux parents. Pourquoi était-il important de mentionner que vous n'aviez pas de connexion avec l'ennemi ? Réponse. À l'époque, il n'y avait encore rien de tel. C'est seulement après que je suis allé travailler à Phnom Penh que l'on m'a demandé de rédiger une biographie. J'ai rédigé cette biographie et j'étais inquiet. J'ai donc essayé de faire une bonne biographie. Tous les 6, nous avons été transférés au ministère des Affaires étrangères pour y travailler. C'était fin 75 ou en 76. Et les biographies ont été strictement évaluées. Comme je l'ai dit, certainement qu'ils m'avaient observé et qu'ils ont constaté que quelque chose n'allait pas dans ma biographie. Mais la biographie que je vous ai lue mentionne d'une part que vous étiez un pauvre paysan de bonne moralité, sans relation avec les ennemis, et que vous aviez un niveau d'activité moyen. Est-ce que c'est cela que vous appeliez une bonne biographie ? Est-ce que vous avez entendu parler aussi du concept de biographie pure ? Est-ce qu'on vous a parlé de biographie pure sous le régime ? Pour une biographie pure, ça doit être quelque chose de ce genre. Voilà donc ce que j'ai mis dedans pour pouvoir travailler avec eux. Moi-même, je ne comprenais pas bien. Je voudrais encore essayer de clarifier une dernière fois la période à laquelle cette biographie précise a été rédigée. En réalité, il est mentionné tous vos différents travaux à Takeo, dans le district de Kohandet, mais il n'est pas mentionné votre travail au niveau du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que c'est une biographie que vous avez rédigée avant de partir vers Phnom Penh, en arrivant à Phnom Penh, ou plus tard, quand vous étiez déjà en train de travailler au ministère des Affaires étrangères? Réponse. La première fois que j'ai fait ma biographie, c'était au niveau du district. La deuxième fois, c'était au ministère des Affaires étrangères. Dans la première biographie, j'ai indiqué que j'étais un paysan pauvre, c'était un bon statut. Quand je suis arrivé à Phnom Penh, on m'a demandé de rédiger une autre biographie. Je ne suis pas bien sûr. Peut-être qu'à ce moment-là, des membres de ma famille qui étaient à la coopérative ont commis une faute. C'est peut-être pour cette raison que j'ai dû rédiger une nouvelle biographie alors que j'étais au ministère des Affaires étrangères. J'ai rédigé ma biographie 2 ou 3 fois quand j'étais à Phnom Penh. Celle dont vous parlez, c'est peut-être la première biographie que j'ai établie. Au moment où on me transférait du village vers la commune et vers le district. Merci. Concernant la deuxième biographie, qui n'est sans doute donc pas celle-là,
mais que vous avez rédigé au ministère des Affaires étrangères. Vous avez dit que c'était probablement après que des membres de votre famille connus des difficultés. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistaient ces difficultés de membres de votre famille au sein des coopératives? Réponse. Ma mère ne pouvait pas venir me rendre visite, moi-même je ne pouvais pas me rendre dans mon village ou aller voir ma mère. Le président, la parole est à la défense. Maître Carnavas, merci. Mes excuses pour cette interruption. Mais si j'ai bien compris la déposition du témoin, il suppose qu'on lui a demandé d'écrire sa biographie parce que sa famille avait eu des problèmes. La question déforme la déposition du témoin. Le témoin n'a pas dit que sa famille avait des problèmes et que c'est la raison pour laquelle il a dû rédiger sa biographie. C'est une supposition de sa part. Je crois que l'accusation cherche ici à établir un lien entre les deux choses, ce qui n'est pas exact. Je vais passer à une autre question, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous aviez dit que c'était Hong qui vous avait demandé de rédiger cette biographie. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi exactement vous deviez rédiger cette biographie à ce moment-là? À 7 heures du matin, il m'a dit que je devais rédiger ma biographie pour lui. C'est ce qu'il m'a dit. Est-ce que vous saviez, monsieur le témoin, qui était le chef ou le supérieur immédiat de Hong? Je ne connaissais pas le supérieur parce qu'au ministère des Affaires étrangères, je savais seulement que c'était Hong qui m'avait ordonné de rédiger ma biographie. Est-ce que lorsque vous travailliez au ministère des Affaires étrangères, vous saviez qui était le ministre des Affaires étrangères? Quel était son nom? Réponse. À l'époque, je ne savais pas, je connaissais simplement Hong. Je n'en savais rien. C'est Hong et lui seul qui me donnait des instructions. Est-ce que vous aviez connaissance au ministère des Affaires étrangères d'un certain nombre de sections qui composaient ce ministère? À part l'accueil des invités, est-ce qu'il y avait d'autres sections au ministère des Affaires étrangères dont vous auriez entendu parler, d'autres bureaux? Réponse. Et je ne me souviens pas vraiment pour l'échelon supérieur. Je me souviens de Hong. Il avait des supérieurs, certes, mais je ne savais pas qui ils étaient. Je ne me souviens pas. J'étais très jeune à l'époque. Le président, oui, merci. Au procureur et aux témoins.
Le temps est venu de suspendre l'audience. Nous reprendrons la semaine prochaine, lundi matin à 9 heures. Lundi prochain, nous entendrons le témoin Sao Sarun. C'est l'accusation qui poursuivra son interrogatoire. Monsieur le témoin, votre déposition n'est pas terminée. Vous devrez revenir au tribunal pour déposer lundi. Vous serez donc invité à comparaître, invité au tribunal lundi. Nous commencerons à 9 heures. Votre conseil peut aussi, ou doit aussi venir participer à l'audience. Quant au témoin Kummo, c'est un témoin suppléant. Toutefois, lundi, nous entendrons Sao Sarun. Mais comme la Chambre a été informée de l'état de santé de Sao Sarun, il souffre de difficultés, de problèmes chroniques. Le témoin actuel, Kum, sera témoin de remplacement. S'il n'est pas possible de faire comparaître Sao Sarun, nous entendrons le témoin Kum. Non. Huissier d'audience, veuillez apporter votre soutien aux témoins, de concert avec la section d'appui aux témoins et aux experts, et veuillez vous assurer qu'ils soient de retour au tribunal, dans la salle d'attente, prévue à cet effet lundi prochain, en tant que témoin de remplacement. Garde de sécurité, veuillez accompagner les 3 accusés au centre de détention et vous assurer qu'ils soient de retour au prétoire lundi matin, le 11 juin 2012, avant 9 heures. L'audience est levée.